la valorisation du e-learning au sein de l'enseignement supérieur. Voilà. D'accord, merci de votre présentation. Oui, Damien et Sarah, vous avez présenté un petit peu, vous avez parlé du projet applicatif d'Alcampus. Ouais. Mais c'est un plaisir de l'avoir avec nous. Moi aussi. On va peut-être attendre de voir s'il y a d'autres personnes qui se connectent. Normalement, on devait être 6 ou 8 de mémoire. J'ai vu qu'il y avait Nabel, les Belges aussi qui devaient prendre part. Oui, tout à fait. Bah, Eric, bien entendu. Oui. Modou. Ah, on a Modou qui vient de nous rejoindre de l'AEF. Il me semble. On peut aussi que évaluer par toi. Et tu parles de la formation. Ah, et Romain également. Ah, Romain! De Bibliothèques sans frontières, oui. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Romain. Et donc, j'ai vu ton mail, Romain. Vous êtes orienté sur quel pays? Sur le Burundi. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, bah c'est en discussion avec l'AFD. C'était la situation est quand même très compliquée en Haïti, donc on a préféré faire un truc plus confortable, disons. Oui, c'est vrai que la situation, vous nous en aviez parlé pendant les ateliers, que c'était compliqué avec la situation Sécuritaire, ouais, Ouais. c'est ça. Et sans indiscrétion, pourquoi le choix du Burundi? Parce que là, du coup, vu qu'on est sur une période plus réduite de temps, c'est un pays dans lequel on a une bonne présence et on pourra délivrer le programme en temps et en heure, quoi. Donc, on a une équipe sur place et on a des programmes à l'intérieur duquel peuvent s'intégrer des activités similaires. Donc, ça fait sens et c'est faisable, quoi. C'est surtout en termes de faisabilité. Ok. Modou aussi qui est connecté. Oui, bonjour Modou. Bonjour tout le monde. Bonjour Florence. Bonjour Romain. Bonjour Bonjour. Laurence aussi, c'est vous que je voyais en direct. Comment ça va au Vanuatu? Bah, ça va, nous, écoute, tout va bien. Tout va bien, le projet avance. Alors, c'est À ce que grands pas. Le projet avance à grands pas depuis le début de l'année, je dirais. On a eu un petit peu ça a tourné un petit peu au ralenti en fin d'année dernière. Et là, ça recommence à grands pas. Donc, les appels d'offres ont été dehors, ont été publiés, etc. Et puis, je pense qu'on va revenir très vite, assez rapidement vers toi pour discuter e-learning, scénario, etc. Ouais, scénarisation. Sachant que se joindra à nous dans la conversation Dominique, qui est en charge de toute cette partie et qui est très intéressé d'échanger avec toi parce que c'est lui qui va s'occuper des formations en fait sur la mise en place de Moodle. Voilà. Donc, j'espère que tu as du temps. Pas là maintenant, mais dans le prochain mois ou quelque chose comme ça. Mais d'ailleurs, s'il y a d'autres participants qui veulent nous rejoindre pour les sessions, avec plaisir. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend que... Je pense que j'avais informé un peu l'équipe de Enabel sur le projet financé au Niger. Je vois qu'ils ne sont pas connectés en effet, mais effectivement, je pense que pour les prochaines sessions, ils pourront rejoindre les autres. D'accord, pas de problème. Puisqu'en fait, on est sur le même domaine d'activité, sur la mise en place de projets e-learning au niveau du Niger. Voilà, ce serait bien effectivement qu'ils puissent prendre part aux différentes activités qui sont menées pour échanger avec nous aussi ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Ok, intéressant.
Ah, il y a Damien qui est. Ah oui. Salut Damien, Bonjour Damien. Bonjour à tous. ça va? Attends, hop. Ça va et toi? Tu es où là-bas? Tu es Ouais. au Bah, Vanuatu nous, on est là? au Vanuatu. Ouais, on est sur le campus de l'université, exactement. C'est pour ça qu'on a autant de place, hein. Nos bureaux sont pas aussi grands normalement. Ouais, c'est sympa. Ah, attends, je vous entends pas bien, il faut que je modifie un truc. On donne encore peut-être 3-4 minutes à Eric, sinon on rejoint pas, on commence. Ouais. Voilà. On donne encore 2 petites minutes à Eric pour voir s'il nous rejoint. A priori, moi, il m'avait dit qu'il nous rejoindrait, mais enfin non, c'est même pas a priori, il avait confirmé. On lui laisse 2 petites minutes et puis après, sinon on va commencer. Ok, très bien. Bonjour à tous, je vois que Modou, Sarah, Laurencio sont Ouais. là de l'équipe Africa Digital Campus. Exactement, on a commencé un petit peu à parler, on parlait de Moodle et des prochaines sessions qu'on fera sur les scénarisations et les formations pour Moodle. Donc, Moodle nous disait que le Niger serait intéressé à nous rejoindre sur ces prochaines sessions. Ils sont pas là maintenant tout de suite, mais bon, voilà. Et nous, de notre côté, il y aura Dominique qui nous rejoindra du côté de l'UNV, qui est en charge de la formation pour Moodle avec les enseignants. Ok. Voilà. Et on fera partager l'invitation si d'autres personnes sont intéressées pour nous rejoindre. Avec plaisir. On commence? Je vous propose qu'on commence, parce que de toute façon, la session, elle est enregistrée, donc on l'enregistre et on partagera l'enregistrement par la suite. Donc, au pire, s'il y a des personnes qui prennent en cours, je pense qu'ils ne seront pas trop perdus. Donc, aujourd'hui, quand on s'était vu pendant les ateliers, il y avait beaucoup de personnes, on avait évoqué, donc l'université avait mis en place l'accès gratuit sur les plateformes de e-learning et ça avait suscité un certain intérêt. Donc, en fait, on voulait vous partager avec vous ce qu'on a mis en place, comment on l'a mis en place et peut-être, après ça, échanger des leçons à tirer et aussi parler il y a toute une problématique sur le futur de ce projet, entre guillemets, qu'on a mis en place à l'université. Vous comprendrez un peu plus loin. Donc, pour en revenir un petit peu, en fait, on va couvrir le contexte, dans quel contexte ça a été mis en place, parce que c'est assez important, cet accès gratuit. Et puis, pourquoi le ministère de l'Éducation et de la Formation a mis en place un accès gratuit à plusieurs plateformes, inclus les plateformes Moodle pour l'Université du Vanuatu. Et la dernière partie, on parlera plutôt des challenges et du futur, comment cette solution à long terme pourrait évoluer, quelles sont les différentes voies. Voilà. Donc, en termes de contexte, donc la crise du Covid s'est déclarée en mars 2020 partout dans le monde. Au Vanuatu, en mars 2020, le gouvernement a fait un blocus, c'est-à-dire qu'ils ont fermé les frontières. Et les frontières ne se sont rouvertes qu'au 1er juillet 2022. Donc, il y a une grosse réaction de la part du gouvernement au Vanuatu face à la crise du Covid. Et une grosse peur liée au système de santé qui est, on va dire, en développement et qui a ses failles. Et dans ce contexte, il faut savoir que le Vanuatu, c'est un archipel, donc on a 83 îles avec quasiment 320 000 habitants qui sont répartis sur ces 83 îles. La majorité de la population, plus de la moitié de la population au Vanuatu est mineure, donc à moins de 18 ans, donc c'est une population qui est très très jeune.
Donc, la fermeture des frontières en 2020 et la mise en place d'un lockdown, parce qu'il y a eu un effet de peur en mars 2020 avec des écoles qui ont été fermées, des gens qui ne sortaient pas de chez eux. Et je pense qu'on était sur une période peut-être de 2 à 3 mois en fonction des entreprises et en fonction des unités ministérielles qui ont travaillé pendant 2-3 mois dans un espèce de confinement qui était improvisé. Donc là, c'était en mars 2020. Suite à cette réaction et à la fermeture des écoles très rapidement en mars 2020, le gouvernement et donc le ministère de l'Éducation s'est posé la question de quelle continuité pour l'éducation. Et le Vanuatu a 320 000 habitants répartis sur 83 îles, comme je l'ai dit, mais la couverture du réseau couvre 98% de la population. Donc, immédiatement, les difficultés logistiques liées au nombre d'îles et à la répartition éparse de la population sur ces îles, on s'est très vite orienté sur la solution numérique et la solution de la couverture téléphonique. Donc, le challenge lié à cette couverture téléphonique, c'est que en fait, le Vanuatu a une couverture téléphonique de 98%. Donc, il y a du réseau pour 98% de la population. Malheureusement, le coût de la donnée Internet mobile coûte extrêmement cher. Et donc, il y avait un problème d'accès en termes de moyens financiers. Il y a seulement, d'après les dernières statistiques, un peu moins de 40% de la population qui a un accès à Internet régulier. Et l'accès à l'électricité est de seulement un peu moins de 65%. Donc, il y a vraiment cette barrière financière liée à l'accès à Internet. Donc, comme je disais, en mars 2020, le gouvernement, et il y a eu ce confinement pendant à peu près 2-3 mois. Les barrières étant fermées et n'ayant eu aucun cas de Covid, la vie est revenue peu à peu à la normale, mais nous avons vraiment eu les premiers cas de Covid en mars 2022, et là nous avons eu un confinement avec une période de fermeture des écoles de 6 à 7 semaines. Ceci dit, dès mars 2020, comme je vous l'ai dit, le gouvernement, on a essayé de mettre en place des solutions pour assurer la continuité de l'éducation. Et la solution papier, c'est très vite devenu un challenge. C'était clairement pas possible parce qu'il y a autant d'îles, parce que les écoles sont pas forcément à côté des populations et des villages. En termes de distribution de matériel du curriculum pour le ministère de l'Éducation, en général, ça leur prend 2 mois. Donc, clairement, il fallait une solution beaucoup plus rapide pour faire face à la crise du Covid. Donc, c'est pour ça que, comme le gouvernement du Vanuatu, comme je vous ai expliqué, a fermé ses frontières, donc plus de vols entrants, plus de vols sortants, le Vanuatu a été vraiment coupé du monde pendant quasiment 2 ans. Les seules façons de rentrer, c'était sur des vols de rapatriement avec des quarantaines. Donc, clairement, le Vanuatu a déclaré en mars 2020 un état d'urgence au Vanuatu qui a duré jusqu'à la réouverture des frontières, donc jusqu'en 2022. Face à cet état d'urgence, en fait, l'état d'urgence au Vanuatu permet de débloquer un certain nombre de mesures et donc, dans cet état d'urgence, tous les secteurs essentiels, c'est-à-dire l'eau, l'électricité et les fournisseurs Internet, sont fortement encouragés à collaborer avec le gouvernement et les différentes institutions publiques pour assurer le bien-être de la population et la continuité des activités.
Dans ce cadre-là, le ministère de l'Éducation et le ministre lui-même de l'Éducation a entamé des discussions avec les deux opérateurs téléphoniques qui sont majoritairement présents au Vanuatu. Donc, il s'agit de Digicel et Vodafone. Et donc, des discussions ont été entamées avec les deux fournisseurs de téléphonie et d'Internet mobile pour signer un accord qui permettait de faire un accès gratuit pour des sites identifiés, spécifiques et liés à l'accès à des packages de travail à domicile. Donc, le gouvernement du Vanuatu a signé ce qui s'appelle un mémorandum de compréhension avec les fournisseurs téléphoniques, qui fait qu'il y a bien sûr le site du ministère de l'Éducation qui a été mis en accès gratuit, qui a un certain nombre de ressources et qui a ce qu'on appelle ici les homeschool packages, les kits d'apprentissage à distance pour les niveaux un peu plus bas, c'est-à-dire école maternelle, primaire et école secondaire. Et cela couvrait également l'université du Vanuatu avec donc la plateforme Moodle qui a été mise en accès gratuit. Donc en termes de logistique, comme je vous ai dit, ça a été de la négociation qui a été facilitée par le fait que le pays était en état d'urgence, donc en état de crise, et avec cet impératif pour le secteur privé d'apporter tout son support au gouvernement dans la mesure du raisonnable et dans le cas où c'était pour le bénéfice de la population du Vanuatu. Donc, ça a fortement facilité les négociations. Et après, tout le travail s'est fait avec les équipes du ministère IT de l'université et les équipes techniques des opérateurs téléphoniques pour, en fait, il s'agissait de faire une liste de toutes les adresses IP publiques qui ont été fournies aux fournisseurs téléphoniques d'Internet qui ont configuré dans leur système que quand en fait l'utilisateur se connecte à ces adresses IP, il n'y a aucune activité payante. Donc, c'est-à-dire que ici, en Vanuatu, on fonctionne beaucoup en prepaid, donc avec des cartes prépayées. Donc, beaucoup de recharges. Des gens utilisent essentiellement des recharges. Donc, pour les personnes, l'accès gratuit est tel que si l'utilisateur a un package Internet, le package, l'usage de ces sites Internet, de ces IP qui ont été tagués, ne diminue pas le package Internet de l'utilisateur. Si l'utilisateur n'a pas de package Internet, ça ne fait pas du hors forfait non plus. Et dans le cas où l'utilisateur n'aurait aucun package Internet et aucune recharge sur son téléphone, l'accès se fait quand même. Donc, en fait, il y a eu vraiment une volonté de faire que cet usage soit gratuit, peu importe je suis une réunion à 9h en fait. Que le client soit un client prépayé ou un client sous un abonnement et prendre en compte aussi les différents modèles. Est-ce que le client prépayé a déjà un package Internet? Est-ce qu'il a du crédit ou pas de crédit? Ça a été un processus assez long parce qu'il a fallu tester tous les différents scénarios avec tous les différents outils qui pouvaient être utilisés, c'est-à-dire que ça a été testé sur les téléphones portables qui sont majoritairement le moyen d'accès à Internet au Vanuatu, mais ça a été aussi testé pour que ça marche sur les ordinateurs, les tablettes et que ce soit aussi valable pour les connexions à la maison. Donc pas en Internet mobile. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Non? Non, c'est bon?
Ok, je continue du coup. Donc, en termes des défis ou des challenges qu'on a pu rencontrer, le premier challenge, c'était clairement que les fournisseurs téléphoniques et d'Internet étaient énormément sollicités pendant cette période. Donc, c'était un petit peu, c'était pas seulement le secteur de l'éducation, c'était aussi le secteur de la santé. Après, il y a eu aussi certaines écoles ont utilisé d'autres plateformes. Donc voilà, comment donner des priorités, en fait, comment prioriser les différents sites Internet et comment s'assurer que, en fait, les fournisseurs d'Internet et téléphoniques accordent une importance toute particulière à la demande faite par l'éducation. Alors, comme je vous disais, l'avantage qui a été, c'était un état d'urgence, c'est que du coup, le Premier ministre et le ministre de l'Éducation ont fortement poussé la demande, ce qui clairement a ouvert un chemin et a facilité la négociation. Après, en termes de la deuxième chose qui a pris du temps, je dirais, ou qui a été un élément important, c'est toute la partie testing de la solution, c'est-à-dire s'assurer que cela marche bien, etc. Les fournisseurs téléphoniques ont fait le changement technique de leur côté, mais clairement, ils ne voulaient pas faire la partie testing parce qu'ils n'avaient pas les ressources, pas le temps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a dû faire nous-mêmes en interne, tout le testing et tout, s'assurer que ça marche pour tous les utilisateurs, peu importe l'opérateur, peu importe le moyen de connexion, peu importe le type de forfait que l'utilisateur avait. Tous ces tests-là ont dû être faits par nous-mêmes en interne pour gagner du temps et pour en fait que ce soit mis en place rapidement. On a aussi vu qu'il y avait besoin de faire des tests régulièrement, puisque donc cette solution de mettre un accès gratuit, comme je vous l'ai dit, s'est présentée dès mars 2020, lors du premier confinement. Ça a pris à peu près, je dirais, 3-4 semaines avant que ça marche. Il y avait peut-être de temps en temps des petites choses qu'on récupérait, qui buguaient et qui étaient à fixer. Mais en gros, au bout de 3-4 semaines, la solution était en place et marchait dans la majorité des cas, c'est-à-dire dans peut-être 95% des cas. Après, n'ayant pas eu de cas de Covid, la vie est redevenue un petit peu à la normale, excepté qu'on était toujours sur juste nos 83 îles, mais sinon, les mouvements les écoles ont réouvertes, tout s'est remis en place. Et donc, on a découvert quand on a redécouvert des nouveaux bugs, quand on a eu les premiers cas de Covid au Vanuatu, donc en mars 2022, et que là, du coup, on est reparti sur un mode de confinement avec apprentissage à distance. L'avantage, c'est que même si on a eu des petits bugs en mars 2022, tout était déjà en place, les négociations étaient faites, ça a été plus rapide de régler les problèmes techniques puisque la solution était déjà. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut continuer de tester. Donc on ne peut pas se reposer, se dire c'est bon, c'est fait. Non, et dès qu'en fait les fournisseurs de téléphonie font des modifications majeures dans leur système, ou plutôt dans leurs accès au site Internet, il y a toujours un risque que cette configuration saute. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment tester régulièrement. Une autre limite qu'on a eue, c'est que en fait, les deux opérateurs téléphoniques nous ont restreint ils nous ont restreint à ne pas utiliser, ou très peu, de vidéos. Donc, ce qui fait que pour le moment, sur la plateforme Moodle, il y a quelques vidéos. Et pour le moment, ça passe.
On n'a pas eu de plainte de la part des fournisseurs Internet. Après, ça pose la question du long terme, étant donné que c'était un des points qu'ils avaient mis en avant dès le début, sur le fait que la situation est redevenue à la normale à l'heure actuelle. Les opérateurs téléphoniques sont toujours OK pour garder cet accès gratuit dans le cas où il y aurait un autre besoin, peut-être une autre pandémie ou quelque chose qu'il y aurait un autre besoin sur l'apprentissage à distance. Mais cette question clairement des vidéos va amener par la suite, dans le futur probablement très proche, des questions et peut-être à devoir repenser le concept. Voilà. Comme je le disais, la population est très jeune et donc la population, c'est une solution qui marche bien pour eux, spécialement pour les jeunes de l'université, parce que c'est des gens qui utilisent déjà un téléphone, un ordinateur, etc. Je pense que Daniel peut peut-être nous partager ce qu'il a vu, lui, au niveau de l'usage de la plateforme. Il y a eu vraiment, pendant le confinement, un boom sur l'utilisation et l'accès à la plateforme. Tu veux en dire plus? Peut-être, oui, juste pour compléter un peu ce que Florence disait, c'est avant la crise, on voit bien que les étudiants, surtout, ils se connectent peu sur la plateforme Moodle. En fait, il n'y a pas vraiment trop de connectivité ou d'interaction entre étudiants et professeurs. Et juste peu d'utilisateurs et peu d'activités, en fait. Et après, pendant la crise, on voit que toute la connexion, les connexions utilisateurs, c'est vraiment explosé. Puis on a aussi fait face à problèmes liés au serveur, c'est-à-dire qu'on était obligé de booster un peu tout ce qui est CPU et RAM des serveurs pour pouvoir héberger le modèle et puis toutes les connexions entrantes des tas d'utilisateurs. Donc, voilà. Un des challenges qu'on a eu aussi, c'est notre serveur lui-même. Il est bien au taquet. Voilà. C'est un bon problème. Oui, voilà. Ouais. Et puis, également, on a vu c'est vrai que les retours étaient très positifs, hein. Oui. Surtout les réseaux sociaux, etc. On voyait bien que les étudiants posaient des questions et étaient vraiment ravis de cette solution. Donc, voilà. Donc, après, pour le futur, c'est ce qu'on disait, avec cette limite qui nous a été imposée un peu de la restriction des vidéos, il va peut-être falloir repenser la solution qui a été mise en place en plus dans un état d'urgence et avec une flexibilité de la part des fournisseurs Internet. Donc, bien évidemment, l'une des solutions serait de faire du reverse charging, d'offrir la connexion gratuite aux utilisateurs, mais que la connexion soit payée par l'université. Malheureusement, ce serait un calcul à faire en termes de coût. Ce serait une autre option pour pouvoir garantir l'accès gratuit à Moodle. Voilà. Bien évidemment, l'université préférerait ne pas en arriver là, parce que pour le moment, clairement, ce n'est pas dans le budget de cette année. Mais à long terme, c'est vrai qu'il va se poser des questions, notamment avec le développement qui va être mis en place cette année de la plateforme Moodle. Je pense qu'il y aura de plus en plus de vidéos qui vont être mises. Et donc, ouais,
il y aura il y aura une deuxième phase de négociation, je pense, qui va arriver peut-être d'ici 1 an avec les fournisseurs. Est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'il y a un petit nombre de personnes qui nous ont rejoints. Je ne sais pas trop à quel moment ils nous ont rejoints. Mais est-ce que vous avez des questions plus particulières? Oui, Romain. Ouais, déjà merci beaucoup, hein, c'est très intéressant, ça fait écho avec les discussions qu'on avait eues à Paris, avec plein de challenges et de réflexions qu'on se pose au sein de Bibliothèques sans frontières aussi, et donc on essaiera de vous faire une présentation aussi de nos solutions. Moi, j'avais une petite question sur l'accès à la plateforme, et en particulier pour les utilisateurs qui n'ont pas du tout d'abonnement Internet. Donc, ça implique de rentrer directement l'URL de la plateforme pour pouvoir accéder directement à la plateforme, puisqu'on ne peut pas faire de recherche Google, hein, c'est ça? Il me semble qu'on en avait déjà aussi parlé pendant les ateliers, mais comment vous faites pour pour que les gens puissent accéder aux sites qui sont aux plateformes et aux sites qui sont accessibles gratuitement? Alors, effectivement, pour l'utilisateur qui n'a pas de package Internet, il fallait qu'il ait l'URL. Donc, l'URL, ce qu'on a en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'URL avait été envoyée par message. C'est ça. Et aussi, On avait envoyé un SMS avec l'URL du site du ministère de l'Éducation qui était zero rated, qui était en accès gratuit. Et sur le site du ministère de l'Éducation, il y avait la liste de tous les autres sites. Ok. Et ça avait été envoyé par message avec un lien court là. D'accord. Et ça, c'est les opérateurs qui ont relayé ces informations directement. Exactement. Ouais. Après, je ne vais pas te mentir, hein. Quand on est sorti du confinement, ils n'ont pas continué de l'envoyer, le message. Hein. Bon, voilà. Mais ça n'empêche que ces plateformes sont toujours en accès gratuit. C'est vrai que ça faisait partie du deal, entre guillemets, parce qu'il n'y avait aucun intérêt à mettre quelque chose en place sans être dans la capacité d'informer les populations. Oui, évidemment. moi, je sais que Vodafone a fait un communiqué aussi avec toutes les listes des. Ouais. Il y a bien, ouais, tout à fait, exactement. Il y a aussi l'information a été relayée. Donc là, tu demandes de façon pratique pour l'utilisateur parce qu'il a besoin d'avoir le lien à portée de main. L'information, ceci dit, avait été relayée dans les médias, dans la presse. On avait communiqué sur la page Facebook de l'université, bien entendu. Les fournisseurs avaient communiqué sur leur page Facebook à eux aussi. Donc, l'information ne se trouve pas aussi, mais clairement, ce qui était le plus facile pour l'utilisateur, c'était en fait de recevoir ce petit message avec ce lien. Comme ça, il n'a pas besoin de tout retaper l'URL, etc. Le petit message avec le lien, il clique directement, à condition d'avoir un smartphone, bien entendu, mais il clique directement sur le lien, il arrive sur cette page et découvre la liste au total, il y avait 33 sites qui étaient de mémoire, peut-être après 36, mais au minimum 33 sites qui étaient en accès gratuit. Très bien. Merci. Une petite question, peut-être. Félicitations déjà pour avoir réussi à mettre ça en place. Hein. C'est vrai que si aujourd'hui les étudiants peuvent accéder gratuitement à certains sites, c'est quand même une sacrée réussite. J'ai juste une petite question par rapport au e-learning. Ce qu'on essaye de faire dans Africa Digital Campus, c'est fournir une offre de cours en ligne. Comment vous êtes parti il y avait zéro, avant le Covid, il y avait zéro accès à distance. Le Moodle n'était pas trop utilisé dans les universités. Comment vous avez accompagné les enseignants qui étaient désireux de déposer des ressources pédagogiques? Et est-ce que c'était des ressources
statique, mise à disposition autant que possible, ou est-ce que les cours étaient suivis par les étudiants et ces cours-là et comptaient, tu vois, pour obtenir le diplôme à la fin de l'année? Ouais, avant la crise, il y avait bien eu une licence dématérialisée pour l'AES, et tout se fait sur le modèle les dépôts des cours et des travaux dirigés. Après, pour accompagner les enseignants, on avait, à chaque fois qu'on crée les identifiants des enseignants, on leur envoie aussi un petit guide enseignant pour déposer les cours et faire des petites activités sur Moodle. Et aussi, il y a aussi un guide étudiant. Qui ont été faits par toi, d'ailleurs. C'est Daniel qui explique en vidéo. Ça répond à ta question, Damien? On l'a perdu, je pense. Bon, je peux intervenir si vous me permettrez. Merci déjà, Daniel et Florence, pour cette présentation. Et effectivement, un succès, comme on le dit. Par contre, j'aimerais poser un certain nombre d'interrogations relatives à la participation des étudiants surtout. Voilà, parce qu'on sait même pour le présentiel, ce n'est pas évident. Certains étudiants décrochent. Donc, pour le distanciel, c'est encore beaucoup plus compliqué. Voilà. Comment est-ce que vous assurez un peu le suivi de ces étudiants-là qui sont parfois présents ou bien qui ne sont pas du tout présents, ou bien du tout, l'étudiant est là connecté, mais il n'est pas là. Voilà. Même en visio, tu peux voir ça. Voilà, certaines personnes peuvent être connectées sans être là. Certaines personnes peuvent effectivement ne pas même se connecter pour suivre le cours qui est en train. Voilà, quel est le suivi, quel est le dispositif, ou bien est-ce que vous avez prévu ce type de dispositif en fait pour pouvoir suivre, ramener les étudiants qui peuvent décrocher entre-temps, voilà, parce que l'enseignement à distance, évidemment, c'est pas si simple que ça. Okay, merci. Je pense qu'il n'y a pas vraiment un dispositif qui a été mis en place, surtout durant la crise. Mais je sais que durant la crise, tous les staffs de la scolarité, ils étaient tous derrière leur ordinateur et puis ils font les suivis par mail aux étudiants pour dire que voilà, il y a des dates à respecter pour soumettre les TD. Et enfin, c'est la seule façon de suivre la progression des étudiants, c'est surtout la scolarité qui fait ça. Après, il y a notre support au niveau technique, mais tout ce qui est suivi des dépôts de travaux dirigés, et puis surtout aux professeurs de mettre leur cours sur la plateforme Moodle, ça se fait avec la scolarité. Voilà. Enfin, j'espère avoir répondu à ta question. Oui, effectivement, vous avez répondu à la question. Après, je me demande, est-ce que c'est des cours synchrones ou bien c'est des cours asynchrones? C'est déposé sur la plateforme, l'enseignant n'est pas là en direct avec les étudiants, comme une sorte de visioconférence? Non. Attends, il y a les deux, hein. En fait, il y a des cours qui étaient organisés via Teams. Et du coup, où l'enseignant se connectait et faisait son cours. Et c'était donc, du coup, il fallait que l'élève soit connecté à un moment particulier. Et il y en a qui ont déposé aussi des vidéos où les supports pouvaient être consultés à n'importe quel moment. Après, Tu veux parler de l'exemple de James Cook? Tu veux parler de l'exemple de James Cook? Après, je trouve que c'est après la crise.
Oui, pardon. On discutait, on disait que, en fait, là, sur la plateforme, on a l'exemple du coup de l'université de James Cook qui, l'année dernière, c'est un partenariat qu'on a avec eux, qui, donc, eux, ils ont pour la licence en environnement, tous les supports étaient donc sur la plateforme Moodle. Il y avait des supports PowerPoint, etc., des lectures et des vidéos avec des sessions où en fait les intervenants faisaient une présentation via Teams et aussi des vidéos sans présentation, des vidéos qui se consultaient à n'importe quel moment. Et chaque vidéo sont enregistrées et après mis sur la plateforme. Bonjour tout le monde. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour. Ok. Bonjour. Désolé, oui, c'est Tizane Dao, donc c'est l'université virtuelle du Burkina Faso. Nous sommes désolés, on a pris la réunion en retard, donc on n'a pas pu suivre la présentation. C'était vers la fin ou les défis. Nous, on était particulièrement intéressés par l'expérience sur l'accès gratuit aux ressources, à l'accès au e-learning gratuit pour les étudiants, parce que c'est un gros défi pour nous, donc c'était pour voir un peu. Je suppose que la présentation pourra être disponible pour nous, pour qu'on puisse voir quelques éléments et au besoin, on pourra revenir vers vous pour des échanges complémentaires. Merci. Oui, tout à fait. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut partager, on partagera nos email adresses parce que je pense qu'il y a certains d'entre vous nous ont rejoints et ne sont pas n'étaient peut-être pas dans l'invitation. On n'a peut-être pas tous vos emails. Donc, je pense que le plus simple, c'est que on va on va envoyer nos emails sur la partie message. Et puis, comme ça, vous pourrez nous envoyer un petit mail et puis nous, on pourra vous renvoyer la présentation. Avec plaisir, la présentation sera partagée juste après la session. Et après, vu que vous avez manqué la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord. Très bien, merci. Tu veux les mettre dans Ah ouais, il y a quelqu'un qui je pense qu'il y a Laurencio qui a une question. Exactement, merci. Encore une fois, comme l'a fait mes prédécesseurs, écoutez, merci pour cette brillante présentation et pour ce partage d'expérience. Et je trouve que en faisant votre état des lieux, ça ressemble un peu à ce que le Bénin également avait mis en place dès l'avènement du Covid chez nous. Voilà. On avait mis en place également une plateforme e-learning sous Moodle pour permettre aux étudiants effectivement de se connecter avec une convention qu'on a eu à signer avec les opérateurs de la place pour avoir de zéro routine et permettre aux étudiants pendant une période donnée de pouvoir avoir accès à la plateforme. J'aimerais bien savoir si vous pouvez partager avec nous quels étaient les termes de cette convention que vous avez eue avec les opérateurs, puisque à ma connaissance, ça continue chez vous, mais par contre chez nous, on l'a eu sur une période donnée. Du coup, l'étudiant aujourd'hui, pour aller sur la plateforme, est obligé de payer le data pour pouvoir se connecter, sauf si l'étudiant se retrouve sur les universités dans nos universités où nous avons mis en place un intranet. Donc, ça serait bien si je pouvais avoir des informations là-dessus. Autre chose que j'aimerais bien savoir, quelle est la population universitaire chez vous et quel est également le pourcentage d'étudiants qui ont de devices. Parce que nous, au Bénin, le problème qu'on a est que le nombre d'étudiants qui a un ordinateur ou un téléphone smart, ce nombre-là est très, très peu. Ce qui fait que dans cette période de Covid où chacun devrait être confiné, par contre, tu remarques que c'est un seul étudiant qui met en place son ordinateur et ils sont dizaines autour de lui parce que les autres n'en ont pas.
Donc, ça serait intéressant pour moi de savoir et de savoir également s'il y a une politique chez vous qui permettait aux étudiants d'avoir accès à ces devices, un PC, et quel est le modèle économique que vous avez mis en place pour leur permettre d'en avoir et d'avoir accès à la plateforme. Également, c'est intéressant pour moi de savoir quelle est la qualité du service que ces opérateurs offrent, c'est-à-dire est-ce que vous avez eu des retours d'expérience des étudiants qui se plaignent voilà, de la connectivité, ils ont du mal à se connaître? Ce serait intéressant que je puisse avoir de cette information. Merci. Il y a le juge. Merci pour cette question. Il y a quelqu'un qui a été, voilà. Alors, en ce qui concerne, donc il y a plusieurs questions. La question qui concerne le nombre d'étudiants de l'UNV, alors c'est un nombre qui est en croissance. L'année dernière, tu fais combien de Et 390. Ouais, Avec Paris Suisse, ça fait 700. Donc, il y a 390, Daniel me confirme, 390 étudiants sur le campus de l'université seul. Et quand on inclut son annexe, ça fait 700, 750. Voilà. Donc, on est sur un petit campus, hein, clairement. En termes d'équipement des étudiants, je pense que tous les étudiants ont au moins un téléphone, un smartphone. Tous les étudiants n'ont pas un ordinateur, mais effectivement, c'est une très bonne question. Lors de l'inscription, on ne demande pas cette question-là. Par contre, ça pourrait être intéressant, c'est vrai que c'est un bon point d'avoir les statistiques exactes. Pour être intéressant, ça sera quelque chose qu'on pourra inclure nous dans notre enquête, puisqu'on va faire une enquête bientôt. Ça pourrait être d'inclure, de demander aux étudiants s'ils ont un ordinateur perso. Sachant que quand on a mis en accès gratuit les sites internet, on s'était bien dit que tous les étudiants n'auraient pas un ordinateur et que certainement la majorité essaierait d'y avoir accès depuis leur téléphone portable. Parce que dans tous les cas, pendant les périodes de confinement, même si une famille avait un ordinateur, s'ils sont 3-4 enfants, pour faire le e-learning entre les différents enfants qui sont dans des niveaux différents, c'est compliqué. Donc, il y avait entre guillemets un sous-entendu en se disant qu'il fallait que ce soit facilement accessible depuis un téléphone mobile. Voilà. La question de la connectivité et de savoir s'il y a des étudiants qui se sont plaints parce que c'était trop lent. On n'a pas eu, moi j'ai pas vu ce genre de retour, je l'ai pas entendu, on n'a pas eu de plainte particulière, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, ou même par les étudiants quand ils sont venus sur le campus. Donc en général, non, il n'y a pas vraiment eu de gros problèmes de connectivité, de lenteur. Est-ce qu'on a couvert toutes tes questions? Je pense. Pardon? Il a demandé combien on était au Vanuatu. On l'a couvert pendant la présentation. Au Vanuatu, il y a 318, 320 000 habitants répartis sur 83 différentes îles et la majorité de la population a en dessous de 18 ans. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Lorenzo? Okay. Je n'ai pas répondu. Oui. On n'a pas répondu. D'accord. Oui, il y a la toute première hein, qui disait est-ce qu'on peut avoir un peu le contenu de votre mémorandum avec les opérateurs, cette convention que vous avez eu à signer avec eux qui leur permet de pouvoir laisser du fait des zero rating aux étudiants vers ces 33 sites. Alors, on va pouvoir vérifier, on va vérifier, hein, mais mon espoir est très faible parce qu'il me semble bien que sur ce document, c'était marqué confidentiel en énorme, ne pas partager.
Donc, je ne pense pas. OK. Voilà. Après, donc le document n'est pas partageable, je pense, hein, de mémoire, mais je vais vérifier. Après, s'il y avait des points en particulier voilà, des questions en particulier, on peut t'aider. Comme on l'a dit, en fait, là où on a eu une on a surfé sur la vague, c'était clairement quand le gouvernement a déclaré cet état d'urgence et que, comme tous les autres pays, le Vanuatu n'était pas prêt à cette situation-là. Et donc là, mais vu le challenge, vraiment le défi physique lié aux 83 îles et 320 000 habitants répartis sur ces 380 000 îles, je suis d'accord que 320 000 habitants, ce n'est pas beaucoup, mais la difficulté en termes de logistique, c'était juste une montagne. C'était impossible de faire ça autrement. Voilà, mais on a mis le mail. Si tu as des questions plus particulières que tu souhaites sur la partie un peu contractuelle, tu peux nous les envoyer. Oui. Oui. On a une autre question, là, une autre main qui a été levée. Est-ce que Sakinatou avait une question? Bonjour à tous. Bonjour. Sakinatou de l'Agence universitaire de la francophonie. En ce moment, on est en train de mettre en œuvre un projet au Niger. Bon, eux, ils n'ont pas encore d'université virtuelle, ils y travaillent, mais le projet, c'était vraiment en réponse à la situation causée par la COVID et on essaie un peu de faire le travail d'une mini-université virtuelle pour le moment, juste à l'université de Niamey. Et je voulais vous demander si, dans votre expérience, vous avez eu à travailler sur la motivation des enseignants, parce que là, on est en train de mettre en place un référentiel d'équivalence entre les formations en présentiel et les formations à distance pour essayer de voir un peu quel modèle de rémunération appliquer dans ce contexte qui est assez nouveau au Niger. Et je ne sais pas si vous avez une expérience à partager dans ce sens, ce serait bien bénéfique pour nous. Merci. Donc, de la partie de la motivation des enseignants, alors, ce serait une question qu'on pourrait demander les retours plutôt de notre équipe scolarité, puisque c'est, comme disait Daniel, c'est eux qui ont géré un petit peu le suivi avec les étudiants, mais aussi les enseignants, pour s'assurer que les cours avaient bien lieu et que tout était bien mis en ligne. Donc là, vraiment, c'est plutôt une question. Moi, de mon côté, je ne saurais dire. Daniel me fait non de la tête. Donc, je dirais pareil, si tu veux nous envoyer un petit mail, et puis nous, on peut te faire un retour par mail et on verra avec notre équipe à la scolarité comment ils ont géré donc cette question que tu dis de la motivation. Et alors, je pense qu'en termes d'indemnité, voilà, les indemnités étaient les mêmes que sur le présentiel. Ça, c'est sûr. Mais la question de la motivation, envoie-nous un mail et puis on demandera avec notre équipe et on te fait un retour par mail. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Est-ce qu'on a d'autres questions? Damien qui est revenu. Oui, Damien, on t'avait perdu à un moment donné. Je ne sais pas si tu as eu la fin, la réponse à ta question. Désolé, non, oui, très bien, très bien. Et du coup, j'en ai peut-être une autre si je prends la parole à personne. Pour rebondir sur la question de Laurencio, donc je comprends aussi que c'est toujours en cours aujourd'hui.
l'accès gratuit au serveur Moodle pour les étudiants. Donc, pendant l'état d'urgence, l'État a fortement contribué. Maintenant que c'est plus l'état d'urgence, est-ce que le modèle économique a changé ou est-ce que c'est toujours l'État qui décide de soutenir cet accès gratuit? Alors, pour le moment, ce sont en fait les opérateurs qui continuent de fournir ce support à l'université. Donc, c'est pas. Mais dans tous les cas, ça a été supporté par le gouvernement, mais ça ne leur a jamais été imposé non plus. C'est sûr que le fait que la demande vienne du Premier ministre et vienne du ministre de l'Éducation a énormément appuyé le dossier parce que c'était des demandes qu'ils ont fait personnellement et directement à la direction des deux opérateurs. Donc, c'est un peu plus simple comme voie d'entrée plutôt que d'avoir Daniel ou moi qui allons toquer à leur porte. Mais dans tous les cas, ça a été quelque chose qui a été fait relativement facilement. Parce que derrière, il y a eu aussi toute cette partie publicité et bonne image de marque, en fait. Donc, ça a été fait plutôt facilement. Et là, comme je vous disais, on est sur une période où ils savent très bien que l'état d'urgence est fini. Ils savent que c'est encore en place. Mais à l'heure actuelle, je pense que le trafic qui passe sur la plateforme n'est pas encore ingérable. C'est pour ça qu'on l'a identifié dans les défis futurs. C'est que plus en fait, il va y avoir des vidéos et plus le trafic va devenir intense, plus va se poser la question de en fait qui paye, qui pour le moment est encore passé. Pour le moment, c'est un peu en fait c'est comme un sponsorship, c'est vraiment une aide que fournissent les opérateurs à l'heure actuelle. On est passé de l'état d'urgence à une aide, un support, un partenariat qui est fait par les opérateurs. Mais clairement, cette question de qui paie la facture de la bande passante va se poser avec l'explosion, enfin la croissance de l'usage qui va se faire et le fait de mettre de plus en plus de contenu, notamment vidéo. Le contenu autre est relativement léger et la plateforme, ce serait quelque chose qui pourrait durer quand même assez longtemps, même si on l'ouvre à tous les programmes de l'université. C'est vraiment la question des vidéos qui va poser problème. Et comme je disais, je pense que c'est une question qui va se poser problème. Enfin, c'est un sujet qui va venir sur la table, je pense, d'ici l'année prochaine ou l'année d'après. Et donc, du coup, Damien aussi, je ne sais pas si tu avais suivi, mais en voie de cette question, pour le moment, l'alternative, si on voudrait continuer d'offrir un accès à tous, ce serait de faire un reverse charging, c'est-à-dire que la facture revienne au gouvernement de l'usage. Mais bon, pour le moment, c'est pas du tout dans les budgets, donc c'est pas du tout budgété, c'est pas au programme. D'accord. Voilà. C'est ça? Damien. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Je regarde ce qu'il y a dans la partie commentaires. Sinon, donc on a des emails, des adresses mail. On a mis nos adresses mail à tous les deux. Les prenez bien pour ceux à qui l'invitation a été partagée. C'était un plaisir. Merci de nous avoir de vous être joints à nous. Juste pour qu'on puisse vous envoyer le support. Et puis qu'on puisse être en contact par la suite s'il y a d'autres sessions qui pourraient être intéressantes et pour vous aussi. Envoyez-nous vos adresses mail ou mettez-les en message sur la partie chat de la réunion. Plus de questions? Non? Merci à tous. C'est un plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer virtuellement pour certains. Et puis, je pense que Romain est parti, mais je pense que certainement, il sera peut-être, la prochaine session sera peut-être menée par la Bibliothèque sans frontières.
Ah, il y a quelqu'un qui... Oui. On a quand même... Ah, on a Eric. Oui, je suis là, mais j'ai suivi vos échanges. C'est bon, c'est vraiment intéressant. C'est une expérience quoi, qui est vraiment intéressante de ce qui s'est passé sur Vanuatu. Et puis j'espère que voilà, ça peut servir directement, indirectement, au moins à faire réfléchir les autres projets, AUF, IRD notamment. Oui, j'avais une question très concrète sur comment ça s'appelle, sur le séminaire, le webinaire qui vient d'avoir lieu. Est-ce que vous avez gardé une trace des échanges ou en tout cas au moins de ce que vous avez de présentation? Ouais. Alors, la session a été enregistrée, hein, donc là, on est enregistré. D'accord. Donc, Ah, tu l'as sans doute dit en début, je suis arrivé avec 5-10 minutes de retard, moi, pardon. D'accord, ok. Super. ouais, on l'a enregistré. J'essaierai un petit peu d'aller voir après pour avoir la liste des présents, parce que bon, pour là, tout de suite, je ne pourrais pas te la sortir, mais la session est enregistrée dans tous les cas et on partagera. C'était le but pour que en fait, ceux qui n'ont pas pu faire toute la session ou qui n'ont pas pu venir du tout puissent la revoir par la suite si ça les intéresse et on partagera le support PowerPoint. Ouais, ok, super. Moi, je pense aussi qu'il y a peut-être d'autres partenaires de direct qui peuvent être intéressés par cette question-là de l'accès. Donc voilà, donc éventuellement qui n'ont pas été, qui sont pas dans le secteur éducation, mais qui sont dans d'autres secteurs, la santé ou l'entrepreneuriat, qui peuvent aussi être intéressés d'une manière ou d'une autre, voilà, avoir connaissance de l'existence de cette approche-là. Très bien. Bah oui, avec plaisir. Super. Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis probablement pour la majorité d'entre vous, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne Merci, au journée à revoir. tous. Merci à tous. Merci.